De elle, Véronique Castagnier et Patrick Rougir, c'est le carré curieux. Un jour, je me prépare. Bonsoir, bienvenue sous le chapiteau El Grito en compagnie des artistes de l'atelier Récréation qui préparent le spectacle de clôture du festival Up et qui sont en plein exercice, en pleine battle d'ailleurs d'équilibre. Dernier rendez-vous donc pour vous parler de ce festival qui bat son plein encore tout le week-end qui vient. Le Cirque démocratique de la Belgique va nous rejoindre. Alors c'est une création de la compagnie Paul et Freddy qui est un duo qui a été créé en 2006 par Bram Dobelaar et Sander de Kuyper qui ont été rejoints par un troisième larron qui va nous rejoindre aussi d'ailleurs, c'est notre premier invité, il s'appelle Gap Bondoel pour fonder à trois donc ce cirque démocratique de la Belgique. Alors c'est un spectacle qui est inspiré par les 541 jours sans gouvernement que notre pays a connu et c'est un spectacle aussi où c'est le public qui fait le programme. Bienvenue Gab dans ce plateau, sur cette émission donc pour parler du cirque démocratique de la Belgique. Comment est né ce spectacle qui part quand même d'un fait politique? Comment est-ce que d'un fait politique on parvient à faire un spectacle circassien? En fait, le premier idée quand on a créé le spectacle, c'est un spectacle de rue. Et dans les spectacles de rue, souvent il y a une participation du public. Et donc nous, on a dit, est-ce qu'on peut pousser cette participation au maximum? Et comment on peut faire ça? Donc on a eu l'idée que le public peut voter ce qui va se passer dans le spectacle. Mais quels sont les choix? Il y a des vrais choix, il y a des choix qui sont manipulés. Ouais. Quelques exemples de choix que vous proposez le spectacle, ça commence avec un choix entre un numéro de jonglerie et une explication sur la démocratie en Belgique. Et donc là, on peut choisir entre les deux? Oui, là, le public peut choisir. Et voilà, ça c'est un vrai choix. Après, ils peuvent choisir entre un numéro de claquettes avec des bottes de ski ou avec des chaussures de claquettes. Mais en quoi il y a une dimension politique dans ce que vous faites? Parce que c'est vrai qu'Eric l'a présenté comme ça. En fait, au deuxième plan, pendant la création, il y a l'idée belge qui est venue. Et ça, c'est surtout parce que c'est avec une vue plutôt internationale, parce qu'on joue beaucoup à l'étranger. Et là, on a remarqué avec les spectacles avant que les gens ils ne connaissent pas du tout comment ça se passe en Belgique. On a des questions comme vous faites la guerre et des choses comme ça. Avec notre thème de voter, et donc on est venu un peu dans l'idée démocratique, on a pensé en fait, la Belgique, c'est le modèle, c'est le modèle parfait pour aller à l'étranger, faire voter les gens et en même temps expliquer un peu comment ça marche en Belgique. Oui, moi je me demandais, qu'est-ce qu'il apporte ce rapport au public justement? Le fait de pouvoir faire voter le public, qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'artiste? Par exemple, pendant la création, on fait toujours comme ça, on a beaucoup essayé. On a fait des petits essais, on a fait une présentation d'un cirque composé. Et là, on a remarqué que le public, s'ils ont le choix, ils vont voter contre nous. Ou en tout cas, ils vont voter le choix qui est le plus dur, le plus difficile. Les claquettes avec les bottes de ski? Par exemple. Ouais, ça c'est clair. Mais ça c'est scénarisé, vous le savez bien qu'ils vont choisir ça au départ. Quelque part, oui. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens choisissent toujours ce qui est le plus difficile et ce qui risque finalement le plus de rater et d'être compliqué pour les artistes? Je sais pas. Je crois que c'est lié, bien sûr, c'est lié avec notre jeu aussi. Donc notre jeu, c'est sur un certain niveau, c'est peut-être un peu second degré. Et alors, les gens, ils aiment bien de nous faire difficile. Oui, mais cela dit, on a bientôt des élections. Est-ce que vous pensez qu'ils font ça aussi quand ils votent dans l'isoloir? Est-ce qu'ils vont aussi vers les situations les plus compliquées quand ils doivent voter pour une vraie élection politique? Ça, je ne sais pas. Est-ce que Di Rupo fait des claquettes avec des bottes de ski? Il pourrait peut-être. Catherine Magis nous disait que c'était très populaire ce que vous faisiez, parce que vous vous installiez dans des endroits à chaque fois publics différents. Est-ce que vous avez conscience de cette dimension populaire dans ce que vous faites? Ce que je trouve chouette avec ce qu'on fait, c'est que c'est la rue. Donc dans la rue,
tout le monde peut venir. Et on invite des gens au début du spectacle ou même avant le spectacle. On est dans la rue et on a notre carte de vote. Et donc, comme ça, on peut inviter les gens pour venir voir. Ils ne sont pas obligés et s'ils veulent, ils peuvent partir. Justement, vous serez le 29 mars à Koekelberg, place Van Nuffel, pour ce spectacle, le cirque démocratique de la Belgique. Est-ce que ce n'est pas l'essence même du cirque, la rue ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un parti. Mais comme le cirque il est aujourd'hui, on a des spectacles en chapiteau, on a des spectacles en salle. Moi, je crois quand même que la rue, il est quand même le plus démocratique ou le plus ouvert à tout le monde qui peut venir beaucoup de fois, ou la plupart des fois, le spectacle il est gratuit. Les plus grands artistes, et en tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé. Je crois aussi la rue, c'est la meilleure école. Pourquoi c'est la meilleure école? Pourquoi le fait d'avoir ce contact? Parce que là, les gens, dans le théâtre, les gens, ils vont rester. Ouais. Sauf si c'est vraiment, vraiment minable, peut-être là, ils vont partir. Mais normalement, les gens, ils sont là, ils sont polis, ils vont applaudir à la fin. Dans la rue, les gens, ils se cassent quand c'est pas intéressant. Quand ça dure trop longtemps, quand il n'y a pas le focus, les gens, ils partent. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre comment on peut prendre l'attention des gens comment on peut le garder. C'est vrai qu'il y a deux publics qui sont compliqués. C'est d'une part les enfants et d'autre part le public de rue. En tout cas, vous pourrez le tester, ce spectacle, demain. Demain, samedi, ce sera à Koekelberg, place Van Nuffel. Faites un triomphe au cirque démocratique de la Belgique. Je pense que vous ne le regretterez pas. De même que vous ne regretterez pas non plus le fait de vous rendre à la Centrale. Alors, c'est un lieu qui est consacré à l'art contemporain. Et pour l'instant, depuis quelques jours et jusqu'au 8 juin, s'y tient une exposition intitulée Distant Proximity, et c'est un coup de cœur de votre part. Oui, une exposition d'art contemporain, je pense que c'est une grande première, en tout cas de ma part. Non, c'est très très bien. Alors Distant Proximity, c'est vrai qu'il y a déjà un paradoxe dans le titre, et c'est une des réflexions. Quelle est finalement la distance, quel est le regard que l'on peut porter sur une œuvre, en quoi une œuvre va aussi influencer le spectateur. Ça, c'est la théorie. Et la théorie, elle est très très bien, mais moi, c'est pas ce qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est tout simplement que c'est une belle exposition, que c'est une exposition intéressante et qu'on va voyager à travers des œuvres. On commence par une petite salle, on est assis dans le noir, on a des lunettes 3D, et là, on a une œuvre, c'est une vidéo d'une dame qui s'appelle Lauren Moffat, qui est australienne, je pense, et qui a un gros problème dans la vie, c'est qu'elle ne supporte plus le regard que l'on porte sur elle, c'est-à-dire toutes les caméras de surveillance, les gens qui vous croisent dans la rue, les gens qui, une fois que vous êtes passé, regardent un petit peu voilà, on est filmé tout le temps, partout maintenant. On est filmé tout le temps, et donc elle ne supporte plus. Et donc il y a une vraie réflexion, tout un travail sur ce regard, et elle se protège avec une sorte de grand masque de soudeur, et elle a placé deux yeux qui sont au-dessus, qui sont en fait une caméra, et donc elle va filmer le regard des gens qui sont en train de la regarder. Donc, et après il y a tout ce travail, toute cette réflexion sur ce regard. Alors on se dit ok, on est dans une exposition assez théorique là-dessus, et puis on sort de cette pièce, et là on arrive sur une confrontation entre des œuvres très petites, d'un artiste en marge, si l'on peut dire, et puis de grandes photos aussi. Les œuvres très petites, c'est quoi? C'est toute une série de pièces qui sont à la base de machines à écrire. C'est-à-dire que c'est un artiste qui décortique des machines à écrire et qui en fait des sculptures avec des tout petits personnages, des cheveux en fil électrique. C'est magnifique, il y en a plein comme ça. On commence à rêver, à imaginer un monde en regardant ces pièces, et puis on lève les yeux, et là on est entouré par de grandes photos sur une architecture urbaine mais vide. Et donc on a cette confrontation entre le tout petit, le tout grand, le vide et le côté très travaillé, très structuré de ces pièces. On poursuit le voyage, on arrive dans une autre salle, et là on est face à une immense sculpture, une sculpture qui a été faite en détritus et qui est signée Peter Buggenhout. Et en fait, il a projeté sur cette immense structure, il a projeté toute une série de poussières. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? D'abord on est très impressionné parce que c'est beau, c'est bien mis en valeur dans ce lieu qui n'est pas facile. Et il y a une réflexion sur, et là on rentre vraiment un peu dans la théorie de cette exposition, sur c'est quoi notre monde, c'est quoi notre société de consommation. Et cette poussière, elle est confrontée à d'autres œuvres, des œuvres d'une autre artiste qui va faire un travail au crayon qui est absolument magnifique. Elle s'appelle Valérie Sommier. Elle va entre autres faire le dessin de la maison de son enfance. Elle va raconter les fantômes de son enfance. Tout ça au crayon, c'est sublime, c'est beau. Il faut s'approcher, il faut regarder tout ce travail. C'est un travail incroyable. Et de nouveau, on est confronté entre la grande œuvre de Van Buggenhout et puis ces tableaux. Et on poursuit encore, on arrive sur des installations qui remettent aussi en question toute la problématique des paysans sans terre au Mexique. Voilà, donc il y a une réflexion sur la société, c'est beau, c'est impressionnant.
Et c'est un vrai parcours, je le disais tout à l'heure, dans ce lieu. Souvent, la centrale électrique, hein, on a comme ça ces grandes salles et des œuvres qui sont placées plic-ploc comme ça, et il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'histoire. Ici, vraiment, c'est un parcours que vous faites, et vous sortez de là en vous disant waouh, que c'était bien. Ouais, voilà, on est impressionné. Ça s'appelle donc Distant Proximity, c'est jusqu'au 8 juin. Ça se passe dans le cœur de Bruxelles, c'est à la place Sainte-Catherine, à la centrale pour l'art contemporain. Et vous allez bien sûr sur notre site pour en savoir plus. Vous aurez toutes les informations, les détails pratiques et les liens pour en savoir plus. Je le rappelle donc, le Cirque démocratique de la Belgique, c'est demain. C'est place Van Uffel, c'est à Kuckelberg avec le trio que nous a présenté Gab. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Avec on va plaisir. poursuivre avec quelqu'un qui est une fidèle de ce festival qui s'est appelé Festival Piste de Lancement et qui s'appelle aujourd'hui Festival Up. C'est la 13e édition de cette biennale internationale du cirque. Véronique Castagnier est une fidèle, comme je l'ai dit. On peut même dire qu'elle fait partie un petit peu des meubles en tant que Monsieur Clément. Vous savez, quand il y a les spectacles avec des petites formes comme ça, ben, elle intervient avec ce personnage de Monsieur Clément qui est une espèce de monsieur ou de madame pas très loyale, et elle fait le lien comme ça avec ce personnage entre les différentes formes. Elle est auteure, elle est comédienne, on lui doit des seuls en scène magnifiques comme Je suis désolé, C'est monstrueux ou encore Opéra Casta. Bonsoir Véronique Castagnier. Bonsoir. Alors il paraît que Monsieur Clément va faire ses adieux. Alors, Monsieur Clément était le présentateur des pistes de lancement, et ça pendant 12 ans. Et maintenant, ben voilà, les choses évoluent, ça devient le festival Up. Et donc, Monsieur Clément s'en va. Qu'est-ce qui a évolué, vous qui avez vu toutes ces éditions, qu'est-ce qui, selon vous, a évolué dans le festival, mais aussi dans la pratique circassienne? Mais je pense que déjà, ce qui est positif, c'est que, je vais quand même parler un peu de ma tristesse de partir, bien sûr, mais ce que j'ai vu, c'est qu'au départ, dans les pistes de lancement, c'était surtout des petites formes. Et il y avait quand même une envie pour les spectateurs, autant que pour des organisateurs, de voir des spectacles en entier. Donc je pense que là, cette évolution est très très positive, parce qu'on a envie, le comédien a envie, le circassien, de montrer son travail complet. Je pense que peut-être que je ne m'y connais pas assez. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ce sont des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de travail et on est en dehors de juste la performance. Je veux dire, c'est pas un jongleur, c'est pas quelqu'un qui va faire du main à main, c'est pas quelqu'un qui va montrer sa force. Il y a en plus une dimension presque théâtrale, une dimension dans la danse, dans l'émotion, et ça m'a beaucoup touchée. Et d'avoir pu, puisque M. Clément était un présentateur, d'avoir pu leur dire: allez-y, c'est vraiment votre moment, et les faire passer de l'ombre à la lumière. Voilà, j'étais vraiment très heureuse de faire ça pendant toutes ces années. Vous êtes de la grande famille du théâtre, vous faites des seuls en scène, des spectacles qu'on connaît et qu'on a appréciés, mais qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que comédienne, de la fréquentation de ce festival? Je ne vais pas dire que je n'ai rien appris, je pense que tout simplement ça m'a confortée dans ce que je pense du théâtre, de ce que je pense de la vie artistique et des artistes. C'est du travail, c'est de la présence, et c'est ça qui compte. Et ce que je trouvais intéressant pour moi, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que quand le comédien arrive sur scène, c'est ce moment-là. Et quand on est sur scène, que l'on présente un spectacle d'1 heure ou de 3 minutes, il faut être dans cette présence-là. Il y a l'avant, il y a l'après. Et donc faire en sorte que ce moment-là soit le moment de grâce et le moment précieux. Donc on n'est pas là à s'embêter, à mettre des accessoires, à se fatiguer. C'est le plus beau, c'est ce moment-là qui m'a... Quel bonheur, quoi. Voilà. Et en tant que comédienne, c'est quoi votre regard sur l'évolution, justement, le fait que de plus en plus d'artistes circassiens font partie de spectacles de danse, de spectacles de théâtre, il y a vraiment un mélange de genres aujourd'hui, et depuis quelques années. Les frontières entre le théâtre et le cirque aujourd'hui sont assez floues. Oui, mais ça fait depuis très longtemps. Je pense qu'il y a bien 10-15, bien plus longtemps. Déjà, il y avait des chanteurs, des danseurs, des comédiens. Et puis on disait, dès qu'un chanteur devait bouger, il fait un quoi. Et donc, de plus en plus, nous devenons artistes complets. Alors pourquoi vous le quittez, Monsieur Clément? Ou pourquoi Monsieur Clément vous quitte? Je ne sais d'ailleurs pas qui quitte l'autre. Ben moi, j'ai pas voulu partir. Je pense que c'est vraiment le changement du festival qui fait qu'on a dit à M. Clément que voilà, il avait une... Je ne vais pas dire qu'il n'avait plus sa place, mais quelque part, oui. Voilà. C'est un personnage qui pourrait vivre en dehors du festival? Oui, c'est-à-dire que M. Clément vient quand même, il est né en 1993, dans un spectacle qui s'appelait Sauf la vie. Il pourrait tout à fait faire des spectacles, ça oui. C'est quoi l'univers de Monsieur Clément, alors? M. Clément, c'est un monsieur qui est vraiment dans le présent et tout est vivant.
Et donc, il vit avec ses ombres, il y a toujours quelqu'un à côté de lui pour... dire, ah oui, oui, d'accord, il se parle à lui-même et tout, quoi. Je veux dire, dès qu'il se frappe, il fait « Oh, pardon », il y a sa main, il y a... quand il va s'asseoir, il va remercier le fauteuil, enfin... C'est infini. Je pense que c'est ça que j'adore chez lui, c'est que c'est infini. Et avec cette qualité d'être là et de jouer. Ouais. Il y a le jeu. Il y a le jeu tout le temps. Vous pourrez retrouver Monsieur Clément les 29 et 30 mars, c'est-à-dire ce samedi et ce dimanche. Ce sera au Théâtre Varia pour les spectacles de clôture de ce 13e festival Up, la 13e biennale en tout cas. Ça s'appelle Tour de piste Made in Belgium. Que des artistes qui viennent de Belgique. Il y aura la compagnie Poivre Rose, il y aura Loïc Faure, il y aura le duo Passepied ou encore Claudia Franco. Vous allez bien sûr sur le site internet d'Arte Belgique et de 50 degrés Nord pour en savoir plus. Il y aura bien sûr tous les liens utiles pour en savoir plus sur ces 2 spectacles de clôture qui viennent donc en apothéose de ce festival Up qui nous a accueillis depuis lundi. Roman avec Soraya Mrani, un roman qui vient de paraître aux éditions L'Âge d'Homme. C'est le roman, livre en tout cas, de Corinne Hooks, qui est à la fois entre la romancière, la poétesse. C'est une dame qui invente des objets de littérature. Est-ce que c'est un nouvel objet de littérature? Tout à fait. Intitulé donc Décollation. Ah bah c'est bien, vous avez dit une chose importante parce que c'est vrai que c'est un objet tout à fait particulier. On l'avait déjà reçu pas mal de fois, Corinne Hooks, à chaque fois pour des romans somme toute assez sombres, très beaux romans, avec toujours en toile de fond une thématique très forte et très importante pour elle et en même temps, j'ai envie de dire, éminemment romanesque. C'est le thème de la famille qui oppresse, la famille qui empêche parfois ceux qui en font partie de se développer, d'exister dans ce qu'ils sont véritablement. Et ici, on va retrouver cette thématique-là, sauf qu'on n'est plus du tout dans un univers sombre comme il pouvait l'être, même si c'était de très très beaux romans à chaque fois. Ici, on est dans une écriture tout à fait légère. Et c'est bien que vous l'introduisiez comme ça, parce que pour moi, on est presque dans une écriture un peu contine, une écriture un peu gamine, si j'ai envie de dire. Et du coup, ça amène peut-être encore plus de panache à la dureté de la thématique, puisqu'on retrouve quand même certains de ces personnages, une mère comme ça, très, très revêche, pas très bienveillante à l'égard de sa fille. On sent que c'est une famille qui cadre, mais qui enferme. C'est pas la première fois qu'elle établit ce rapport mère-enfant de manière assez cruelle. Mais le ton est différent apparemment. Le ton est vraiment différent. On retrouve certains de ces topics, mais en même temps, c'est tout à fait autre chose puisque le ton est différent. Et là, j'ai envie de m'arrêter peut-être un instant sur l'écriture parce qu'il est beaucoup question de bouffe. Dans ce livre, de la première à la dernière page. Et j'ai envie de dire qu'on mange dans tous les registres. On dévore, on découpe en petits morceaux. Et en fait, tout le registre de la bouffe et de la nourriture va venir servir en fait cette thématique de la famille comme ça, pesante, très lourde, qui empêche une famille qui vous bouffe d'exister. aussi, c'est ça quelque part? Une famille qui vous dévore des pieds à la tête et dont il est difficile comme ça, à laquelle il est difficile d'échapper. Tout ce que je viens de vous raconter, dans un petit livre finalement, parce qu'il y a peu de pages, il y a beaucoup de choses dans ce petit livre. C'est très condensé et j'ai presque envie de dire, c'est plein de saveurs pour rester dans l'image culinaire qui est très très présente dans le livre. Et en même temps, très léger. Voilà, Décollation, c'est donc le dernier livre en date de Corinne Hooks et c'est aux éditions L'Âge d'Homme. On va remercier Véronique Castagnier d'avoir été des nôtres. Vous allez remercier votre micro, remercier votre fauteuil, remercier tous les artistes qui sont ici dans ce chapiteau. Nous, on vous remercie d'avoir été des nôtres et d'être encore pendant quelques moments, donc Monsieur Clément, ce samedi et ce dimanche. Nous, on va regarder la plus belle rencontre de Jean-Louis Leclerc. C'est Rémi Gaillard cette semaine. Si tu devais faire quelque chose, tu ferais quoi? Où? Voilà. En Mais Belgique, surtout quand? Surtout quand? Et surtout comment aussi. Voilà. Si je vais faire quelque chose, je deviendrai quelqu'un, ça m'emmerderait. Alors que je me bats pour rester n'importe qui. C'est pour ça que je fais n'importe quoi. Pas facile hein, comme devise. C'est ça ta devise? Ouais. Et tu sais comment je l'ai trouvé? Non. Dans un dictionnaire. J'ai dit tiens, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Et comme je fais n'importe quoi, peut-être que je vais devenir n'importe qui. Tu sais ce que tu es en train de faire, Rémi? Tu es en train de faire n'importe quoi. C'est que le début. La vie est une étincelle entre deux néants. La vie est une étincelle entre deux néants. Nietzsche. Ouais.
Putain, c'est fatigant, hein, comme... J'ai combien? J'ai 4 heures? Oui. C'est ma réponse. On vient d'avoir la preuve que la vie n'est pas toujours une étincelle. T'avais prévu ça, là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu es un raconteur de blagues? C'est quoi la différence entre un éléphant, une souris et la famille? Je suis curieux de l'apprendre. Bah, c'est que la souris est plus petite que l'éléphant, tout simplement. D'accord, je suis content que tu n'en connaisses qu'une. Normalement, putain, c'est là où tu aurais dû me relancer, mais t'es très bon. Tu aurais dû me dire. Et la famille. Et tu vois, mais tu la connais. Et là, à ce moment-là, je l'ai deviné, excuse-moi. Bah écoute, la famille, ça va. Écoute, ça va. Rémi Gaillard, j'étais content de te rencontrer. C'était vraiment ma plus belle rencontre, évidemment. Et continue à être bien cinglé, mon garçon. J'ai jamais vu ton émission. Oui. Mais ça s'appelle comment? Ma plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre. Voilà, ok. Et tu la sors à chaque fois à la fin? Ah, pas toujours, évidemment. Mais quand même, oui, je suis un peu hypocrite comme tout le monde. Faut pas qu'on voit ta main, c'est ça? Si, bien sûr, on peut voir ma main. Viens là, j'aimerais qu'on te voit au moins une fois. On t'a jamais vu? Ben, voilà. Tu sais à qui tu me fais penser? Dans Retour dans le futur, comment il s'appelle? Putain, c'est pas Marty McFly, c'est... Le professeur... Ouais, le professeur... putain, on sait plus, bon, on s'en fout, quoi. C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé. Jean-Louis Leclerc dans Retour vers le futur, qui est un petit peu, voilà, qui colle un petit peu à sa peau aussi. C'était donc Rémi Gaillard cette semaine, Rémi Gaillard que l'on peut voir au cinéma depuis quelques jours dans le film N'importe qui de Raphaël Friedman. Alors que les artistes sont encore autour de nous en s'échauffant et en préparant ce spectacle Made in Belgium qui sera présenté au Théâtre Varia samedi et dimanche, nous allons parler de littérature en recevant Patrick Rougirs. Sous chapiteau, donc, ce soir. Patrick Rougirs, écrivain belge, installé à Paris depuis à peu près une trentaine d'années. On lui doit de nombreux ouvrages, j'en cite quelques-uns. La géométrie des sentiments, La Belgique, roman d'un pays, Le mal du pays, Le bonheur des Belges. Et aujourd'hui, il nous revient avec un livre qui vient de paraître aux éditions Grasset, La traversée des plaisirs, où il est davantage question de littérature que de Belgique. Bonsoir Patrick Rougirs. Voilà, bonsoir. Bienvenue sous ce chapiteau d'El Grito. Voici le livre, un livre qui est construit en deux parties. Il y a d'abord le corps des livres et deuxième partie, le corps des écrivains. C'est une réflexion, c'est un essai, une réflexion sur la littérature, sur l'écriture, la publication, pourquoi écrire. Et puis dans la deuxième partie, vous visitez la vie et l'œuvre d'une dizaine d'auteurs, des auteurs généralement qui sont des auteurs du XXe siècle, français, qui sont tous morts. Et j'ai trouvé que vous étiez, en tout cas dans cette deuxième partie, extrêmement, peut-être pas obsédé, mais vous allez peut-être me le dire, par la mort des écrivains. Il y a des listes comme ça d'écrivains, et vous décrivez dans ces listes comment ils sont morts, dans quelles circonstances. Il y a des suicides, il y a des accidents, il y a des crises cardiaques, il y a des embolies. Pourquoi êtes-vous obsédé comme ça par la mort des écrivains ? Non, je ne suis pas obsédé particulièrement par ça. Je fais aussi plein d'autres listes. Comment mangent les écrivains, mais celle-là, comment vivent les écrivains. Ouais, celle-là peut-être ça frappe étonné. Plus. Ouais. Le livre n'a pas une portée tragique, mais les écrivains meurent comme tout le monde. Comme c'est l'histoire du corps des écrivains, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se suicident, qui cèdent le pas à la fragilité, qui sont déçus de ce que devient leur œuvre. Peut-être aussi le corps est au bout de lui-même. Quand on voit le corps de Céline à la fin de sa vie, Céline, il meurt le lendemain du jour où il termine Rigaudon. Et quand on voit les vidéos de Céline, par exemple, quand il vit à Meudon, l'état dans lequel il est, la manière dont il est habillé, ses pulls en shetland qui découpe au ciseau, son pantalon tenu par une ficelle, ses manuscrits tenus par des pinces à linge. Le corps de l'écrivain dit toute une histoire. Ouais. Et la mort, c'est la fin de cette histoire tout simplement, mais c'est pas plus tragique que le reste. La mort fait partie de la vie dans l'œuvre des écrivains et il n'y échappe pas plus que les autres. Alors dans la première partie du livre qui est plutôt consacrée au corps... C'est une promenade dans ma bibliothèque. Voilà, alors vous dites la bibliothèque d'un auteur et son autoportrait. Pourquoi écrire un livre? Pour le ranger parmi les autres, mis sur deux rangs, comme s'il n'y en avait aucun, rien de mieux qu'une bibliothèque. En changeant d'étage, on change de point de vue. C'est quoi? C'est valable pour les écrivains, c'est valable pour tout un chacun. C'est quoi? C'est dis-moi ce que tu as dans ta bibliothèque, je te dirai qui tu es.
Vous savez, j'ai déjà vendu plusieurs bibliothèques. J'ai vendu ma bibliothèque théâtrale quand j'ai cessé de faire du théâtre. J'ai vendu ma bibliothèque d'humour graphique lorsque j'ai cessé d'être passionné par l'humour graphique, qui était une très grande passion. J'ai vendu ma bibliothèque photographique à laquelle j'ai donné à peu près 30 ans de ma vie. C'est une passion éteinte. J'ai aimé ces livres, je les ai caressés, je connaissais chaque note en bas de page. Beaucoup de ces livres étaient dédicacés. Je connaissais tous ces auteurs. Mais pour moi, une bibliothèque, ça doit être vivant. Et je ne voulais pas avoir dans mon bureau, qui est quand même assez grand au niveau de la bibliothèque qu'elle contient, des livres inertes qui me pesaient chaque matin quand je rentrais dans mon bureau pour travailler et que je ne saluais plus, que je ne regardais plus. Or, les livres, il faut les aimer, il faut les toucher, il faut les caresser. Et alors, dans une bibliothèque, c'est un monde. Chaque mot dans une phrase, c'est un livre. Et chaque livre est une petite bibliothèque dans la phrase, sur la ligne de la page. Et alors, dans une bibliothèque, vous avez la ligne de tous les mots avec des auteurs plus importants que d'autres. Ouais. Et des auteurs qui n'ont rien à se dire, des auteurs qui se détestent, comme je dis tout un passage sur le mot déteste, eh bien, cohabitent très bien ensemble. C'est un lieu merveilleux de la pacification, c'est un lieu du bonheur de la vie, c'est un lieu du bonheur de l'écriture et surtout un lieu du bonheur de la lecture, qui est pour moi un bonheur absolument inséparable du fait d'écrire et de vivre. Oui, Soraya. Dans la première partie du livre, vous évoquez le commerce du livre et comment on peut se retrouver en tant qu'auteur dans une foire du livre. Vous évoquez la foire du livre de Paris, celle de Bruxelles. Ce sont des moments... Nîmes ou d'ailleurs. Oui, et ce sont des moments difficiles pour des auteurs, les foires du livre actuelles, où on sait qu'on peut se retrouver peut-être à côté avec la femme d'un éditeur qui n'a pas forcément beaucoup de talent, ou en face, un vendeur de livres. Mais tous les exemples que je donne sont des exemples qui me sont arrivés. Un jour, à la foire du livre de Bruxelles, je me suis retrouvé à côté de Nana Mouskouri. Et elle était délicieuse, elle souriait, était merveilleuse, et les gens lui apportaient des gâteaux, des fleurs, des chocolats. Et on s'est salué comme ça. Une autre fois, j'étais à côté de Bernard Pivot qui signait le dictionnaire amoureux du vin en veste de cuir. Et puis voilà. Ou alors Guillaume Musso, que moi je ne connaissais pas, qui met sa jambe comme ça et qui jette ses bouquins. Et alors il y a des gens très connus, il y a des gens qui ont beaucoup de succès, il y a des gens qui vendent des milliers de livres. Et puis vous vendez les vôtres et vous dites au fond, je ne suis qu'un auteur parmi d'autres. Je vends quelques livres parmi d'autres qui en vendent peut-être beaucoup plus ou beaucoup moins. C'est une leçon de modestie. Ouais. Et c'est assez difficile à vivre parce qu'il y a tant de livres. Alors que chaque livre est unique. C'est ça qui est beau. Vous citez les chiffres et les chiffres font quand même... Oui, dans votre chapiteau. Oui, mais c'est un chapiteau, ça résonne. Vous citez des chiffres qui font rêver ou qui font peur. 44 145 nouveautés parues l'an dernier, dont 3000 romans. Reste 800 libraires pour les vendre. Combien de lecteurs pour les lire? L'édition française atteint 2,5 milliards d'euros et plus de 50 000 titres ont été publiés l'an passé. Il sort 703 nouveautés chaque semaine, 558 en grand format, 145 en format de poche. En exposition à plat, ça représente 23 mètres carrés. Vous continuez comme ça les chiffres. Quel regard portez-vous sur le monde de l'édition aujourd'hui? Parce que voilà, il y a tous ces chiffres-là, tous ces livres-là, qui ne peuvent pas tous exister de la même manière. Oui, il y a cette banalisation, il y a cette uniformisation, il y a le fait que le livre est devenu un produit, il y a une sorte d'indifférence aussi au livre. Il y a trop de livres, les éditeurs produisent trop de livres, ne font pas assez le choix, mais il y a tout le temps des auteurs qui croient à leurs livres. Il y a toujours un livre qui est unique. Et chaque livre est unique. Et moi, ce que j'aime, c'est ces grands auteurs, de Pérec à Dubillard, ou d'autres auteurs comme Léris, moins connus, ou Michaud, par exemple. Un livre, c'est un monde. Un livre, c'est un univers. Et on ne peut pas vivre sans cet imaginaire-là. Alors, on ne peut pas fuir à la fois la quantité du monde moderne, la pléthore qui est une sorte de course en avant économique, presque peut-être même de sorte de suicide du livre dans la mue électronique, numérique que nous connaissons. Et en même temps, le livre que vous avez là dans les mains, eh bien, c'est une couverture non pelliculée. C'est un bleu aviateur de la collection. Alors, vous avez une sorte de sensualité du papier. Vous avez une sorte d'ancrage des mots sur la page. Et le livre est cet objet tactile, cet objet sensible, cet objet amoureux. C'est ça que je décris, sans nier effectivement l'avalanche chiffrée qui nous tombe sur la tête à tous. Quel est le premier livre qui vous a marqué, vous, et pourquoi? Le tout premier comme livre. Ouais. C'est toujours une question difficile parce qu'on se perd un peu dans la nuit de sa mémoire par rapport au livre. Est-ce qu'on avait 7 ans, 8 ans, 12 ans? Je crois que le premier livre qui m'a vraiment marqué de manière décisive et à laquelle j'ai marqué une assez grande fidélité au fil de mon travail, c'est Joyce, Ulysse de Joyce, que j'ai découvert,
je crois en 1967. Et pourquoi? Parce que c'est un univers qui contient toute l'histoire du monde, toute l'histoire de toutes les langues, à travers un grand mythe d'un héros qui est Ulysse, complètement revisité par un immense écrivain qui lui-même était un exilé de son propre pays, l'Irlande, d'où d'ailleurs l'hommage à Beckett qui a travaillé avec Joyce et qui est en même temps évidemment un exilé, ce que je suis aussi. Mais à l'époque, moi qui suis né à Ixelles, c'est pas tellement loin d'ici, Ixelles, anagramme d'exil, j'ignorais que je serais un exilé, comme quoi finalement on rejoint son histoire. Ouais, une dernière question, parce que vous citez souvent Charles Danzig, qui est un habitué de Quelquefois, l'émission, je le cite. et qui est venu présenter un livre où il se demandait finalement c'est quoi la littérature et c'est quoi un bon livre. Oui. Vous le citez assez régulièrement, et votre question ici c'est plutôt... Dans la première partie, c'est quoi écrire? Alors vous dites, on écrit pour soi, on écrit pour écrire, on écrit pour être lu, on écrit ce qu'on veut, on écrit pour exister, on écrit pour s'oublier, on écrit pour rien, on écrit trop, on écrit comme on peut, on écrit pour personne, on écrit pour lire, on écrit par besoin, on écrit seul, on écrit assis, on écrit avec des mots, on écrit de son mieux, on écrit comme on vit, on n'est rien d'autre que ce qu'on écrit. Et vous, Patrick Rougirs, vous écrivez pourquoi? Et quand vous écrivez ce livre, j'ai presque envie de dire, vous écrivez pour qui? J'écris pour écrire mieux. Ça, je suis sûr que depuis le temps que j'écris maintenant, ça fait 30 ans que je vis en France, j'ai publié à peu près 35 livres, ils sont tous sortis de ma maison. Donc, j'écris tout le temps, mes journées, ma vie, mon temps, mon imaginaire, mon sommeil. Mais c'est seulement pour écrire un petit peu plus et écrire un petit peu mieux. C'est le bonheur qu'on ne peut pas me reprendre. Mais sans ce bonheur-là, la vie ne m'intéresserait pas tellement. Et je trouve que c'est une raison suffisante. Écrire, c'est comme d'autres font de la musique, d'autres peignent ou font du cirque. Mais dans écrire, le monde entier, la vie, la gourmandise, les voyages, l'imaginaire, les femmes, la beauté, les corps sont là. Toute la vie, toute l'histoire de la vie, de toutes les vies, sont dans le corps des livres. Voilà, et tous les plaisirs aussi, la traversée des plaisirs, c'est donc votre dernier livre en date, Patrick Rougirs, et c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir été sous chapiteau avec nous, c'était une première, on s'était déjà vu en radio ou à la télévision dans un studio, là c'est sous chapiteau, on essaiera de trouver mieux la prochaine fois. Merci beaucoup, on va terminer cette émission avec Serge qui va nous rejoindre, mais pas seul, il va nous rejoindre avec un duo. Nous allons clôturer cette semaine consacrée au cirque et au festival Up avec le Carré Curieux, créé en 2009. Cette compagnie est formée de Gert Dokoman et Kenzo Tokuoka, à qui l'on doit plusieurs spectacles, dont Orgue en suspension ou bien Le Passage. Alors, au festival Up, il nous propose Entre nous. C'est une histoire de solidarité où le rôle principal est tenu, alors tenez-vous bien, il est tenu par un mât de 4 mètres de haut. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les deux, bienvenue le Carré Curieux sur le plateau de 50 degrés Nord et sous chapiteau. Gert et Kenzo, on pourra vous voir, vous applaudir ici, Parc Victoria, nous sommes, je vous le rappelle, à Kuckelberg, ici sous le chapiteau d'El Grito, et c'est dans l'espace public que vous allez présenter ce spectacle avec, comme je l'ai dit, un mât de 4 mètres. Est-ce que ce mât, c'est quoi? C'est le troisième partenaire? C'est un trio que vous faites avec ce mât? En fait, c'est un mât qui a la particularité d'être complètement mobile, qui peut se déplacer dans tout l'espace de jeu. Et donc effectivement, c'est plutôt une espèce de danse à trois, ce spectacle, qu'un duo avec un objet fixe. Quand on m'a dit ce que vous faisiez, je me suis dit comment est-ce qu'on se l'imagine et on le met en œuvre, parce que vous devez avoir une imagination débordante. Vous dites on va faire avec un mât qui se déplace, et ton copain qui te regarde qui dit ah bon. Donc, comment on s'imagine, comment on monte un tel spectacle? Et comment on monte sur le mât aussi. Déjà, ce qui est pour nous déjà un exploit de faire au moins 30 cm. Eux, il faut 4 mètres. En tout cas, ils vont très haut. En fait, on travaille ensemble depuis très longtemps, et on était même à l'école ensemble, à l'ESAC, l'École supérieure des arts du cirque ici à Bruxelles. Et puis on faisait du mât normal. Comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme tout le monde, un mât qui était démontable en 2 parties. Et puis un jour, on a démonté notre mât, et puis en le posant dans l'atelier, la partie du bas, on l'a posée, elle avait juste une partie un peu plus large. Et puis on l'a posée au sol, et puis on s'est dit ah mais c'est drôle, ça tient sans être attaché. Donc si ça tient comme ça, à deux, en faisant un petit effort d'équilibre, ça devrait marcher aussi. Et c'est de là qu'on a commencé à essayer de monter comme ça. Ouais.
C'est quand même un spectacle sur le fil, quelque part. Il y a de l'équilibre. Est-ce qu'il faut une confiance totale entre les deux? Est-ce que c'est aussi un spectacle qui nous raconte quelque part une histoire de solidarité? Parce que s'il y en a un des deux qui lâche, forcément, l'autre sera en mauvaise posture. Fraternité. Ils se De connaissent fraternité, depuis tellement ouais, voilà. longtemps. Oui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un spectacle là-dessus aussi? C'est construit sur la confiance, tout à fait. Je peux rien faire sans Kenzo. Kenzo, il peut rien faire sans moi. C'est des heures et des heures de travail. Vous avez travaillé combien de temps pour imaginer ce spectacle? Ça prend la vie. Hein. La majorité des artistes de cirque, en fait, la réalité, c'est que non seulement on passe du temps à se mettre la tête en bas, à faire des exercices, des étirements, etc., mais il y a aussi un autre côté du miroir, c'est la production d'un spectacle. C'est quand on pense où est-ce qu'on va faire ce spectacle, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir faire ce spectacle à l'endroit où on a envie de le faire. Trouver des subsides, je suppose. Trouver des subsides, etc. Nous concernant, par exemple, on avait envie, ce spectacle, c'était très important de le présenter dans la rue pour nous. C'était un projet fait pour l'espace public. Mais notre discipline nécessite un espace parfaitement horizontal. Et ça, dans la rue, c'est quasiment jamais. Donc la première des choses, c'était de penser, ah tiens, on va créer notre espace. Donc on a dû créer une piste. Et cette piste, il fallait qu'elle soit montable par 2 personnes, que ce soit rapide, etc. Donc c'est toutes des choses qui prennent aussi énormément de temps et qui font partie de la création, de la façon dont on rêve ce spectacle. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de spectacles sont écrits, racontent une histoire, sont scénarisés. Comment se raconte l'histoire de votre spectacle? Est-ce que c'est un spectacle qui a été écrit ou qui se base simplement, je dirais simplement, entre de gros guillemets, sur cette relation que vous avez avec ce mât qui est le 3e larron du spectacle? C'est un spectacle écrit quelque part? En fait, c'est complètement écrit. Mais c'est ni une forme ni l'autre. C'est-à-dire qu'on ne vient pas raconter une histoire où chacun va pouvoir dire « Ah oui, c'était ça l'histoire ». Mais chaque geste, chaque pas qu'on fait dans ce spectacle est voulu, chaque direction qu'on prend est une direction qui est consciente. Et donc, il y a une écriture. Après, quel type d'écriture, qu'est-ce que les gens vont se raconter, ça leur appartient. On laisse des choses ouvertes. Ouais. C'est là qu'est le travail d'écriture, en fait, de ce spectacle aussi. C'est de faire croire que c'est quelque chose de totalement presque improvisé et que c'est quelque chose qui se découvre, alors que pas du tout. Gert et Kenzo, le carré curieux avec Entre nous. C'est un spectacle que vous pourrez voir Parc Victoria, c'est-à-dire ici à Kuckelberg, les 29 et 30 mars, c'est-à-dire ce samedi et ce dimanche. Et vous allez bien sûr sur notre site pour en savoir plus. Vous aurez toutes les informations, tous les liens utiles pour en savoir plus. On va terminer cette émission et cette semaine avec le buzz de la semaine. Et c'est Serge qui signe ce buzz avec un album qui s'appelle Papa Soul Talking. Et c'est Laurent Doumont que vous nous présentez ce soir. Papa Soul Talking, d'ailleurs je vous l'offre, voici l'album. C'est du jazz, c'est du funk et bien sûr de la soul comme dit le nom d'album. Laurent Doumont, je l'ai rencontré et j'ai eu le coup de foudre au Soul Project qui sont des soirées bruxelloises où on peut voir 3 concerts de funk, de soul. Je crois que c'est d'ailleurs les seules soirées qui font ça. Et je me suis invité chez lui parce que je suis comme ça, moi. Vous rentrez chez les gens. Ouais, avant, j'allais dans les cafés, je donnais rendez-vous. Maintenant, j'ai un peu moins de sous. Alors, je m'invite chez eux et ils m'offrent un café. Et Vous n'avez plus de budget. Il y a moins de budget, c'est la crise. Mais voilà, et je me suis dit, je vais lui poser 2-3 questions, dont Papa Soul, c'est qui ce papa de la soul, ce père de la soul? Et puis le jazz en Belgique, moi j'ai eu la grande chance qu'on m'offre ce CD, que je puisse vous l'offrir à mon tour. Mais quel est le public soul? Parce qu'on sait déjà que la musique aussi c'est la crise. Et dans le jazz, comment ça se passe quand on fait du jazz? Comment on en vit? Et il nous a répondu cela en images. Voilà, rencontre avec Laurent Doumont. Papa Soul, c'est un hommage à James Brown, qui est vraiment ma plus grande influence. Bien que je sois musicien de jazz, je suis aussi un fou de soul, et vraiment James, c'est notre père à tous, donc d'où l'expression Papa Soul. Et puis voilà, ce disque, c'est un recueil de mes compositions au cours des années que j'ai passé à tourner avec ce groupe et en différentes formations.
Le fait d'être un musicien en Belgique, c'est difficile. C'est difficile, c'est presque une fatalité. C'est facile de faire de la musique en Belgique parce que les copains sont là et les musiciens, je veux dire, il en tombe des arbres. Malheureusement, on n'a pas toujours l'accès aux médias, on n'a pas toujours... il n'y a pas énormément de clubs, il y a une crise mondiale, il y a une crise du disque. Voilà, il y a beaucoup de difficultés, mais bon, on est ce qu'on est, puis quand on est musicien, on fait de la musique. Et voilà, un poirier fait des poires, et les musiciens font de la musique. Et puis un poirier, ça s'invite pas à la télévision, mais par contre, il est un petit peu dur quand on dit qu'on parle pas de musiciens et tout. 50 degrés nord. Voilà, regardez, Papa Soul Talking, on en parle justement. Mais oui, et justement, ce jeune monsieur a invité d'autres personnes dont on a parlé ici, comme Mila Brune, qui se retrouve aussi... qui sort d'ailleurs un EP ces jours-ci. Oui, qui sort ou vient de sortir, c'est là. Et puis, il y a plein d'autres personnes qui ont travaillé, comme Daniel Roméo, qui a aussi produit cet album. Et on dit à Laurent que nous, 50 degrés nord, on les soutient et on en parle. Voilà, et on parle même des concerts qui vont donner bientôt. Donc Papa Soul Talking, c'est donc l'album. Laurent Doumont, c'est l'artiste. Vous pourrez l'applaudir le 9 avril prochain au Pesor Jazz Club. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est à Liège, une des capitales du jazz. Il sera également au Petit Journal Montparnasse à Paris. Donc si vous êtes de passage le 24 avril, courez-y. Au Club Jazz Lef à Dinan le 10 mai. Et puis dans le cadre bien sûr du Jazz Marathon, mais là ils y sont tous, ce sera le 24 et le 23 et le 24 mai prochain à Bruxelles. Vous avez bien sûr toutes les informations sur notre site internet. Merci beaucoup Serge, merci Le Carré Curieux, merci tous les artistes qui ont profité de notre présence pour venir nous montrer un tout petit peu ce qu'ils savent faire, et ils savent en faire des choses. Ces artistes de cirque que vous retrouverez ce samedi et ce dimanche dans ce spectacle au Théâtre Varia, qui est le grand spectacle de clôture de ce 13e festival biennal du cirque de Bruxelles. Festival qui nous a accueillis ici à Kuckelberg sous le chapiteau El Grito depuis lundi, et on les remercie de nous avoir accueillis si gentiment sous chapiteau. Alors on change complètement de lieu, de style et d'actualité aussi. Nous serons à Tour et Taxi à partir de lundi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette exposition assez gigantesque vue à la radio sur les 100 ans de radio en Belgique. Nous recevrons plein d'invités. Nous recevrons Corinne Boulanger, Georges Lowerais, Philippe Coffrier, Francis Goffin. Pendant toute la semaine, nous parlerons bien sûr avec des gens qui font de la radio aujourd'hui, et puis des gens aussi qui en ont fait par le passé et qui vont nous raconter leurs souvenirs. Nous aurons également lundi Laurence Bibot qui revient sur scène dans un seul en scène, et puis Michel Alberstadt. Je vous rappelle aussi que ce samedi sur la Une Télé, c'est le best-of de la semaine écoulée. Alors bon week-end et à lundi. Merci. Un jour, je ne ferai pas. Différent.